Aujourd'hui, nous allons recevoir Roselyne. Roselyne a 41 ans. Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, mais elle ne veut absolument pas apprendre à lire et à écrire. Elle ne voit en effet absolument pas ce que ça pourrait lui apporter, alors que tant d'illettrés souffrent de ce handicap. Alors est-ce qu'elle a raison de s'obstiner dans ce choix au moment où le gouvernement met tout en œuvre pour lutter contre l'illettrisme? On estime en effet qu'un Français sur 5 a des difficultés pour lire et écrire à la sortie de l'école. Comment vit-on aujourd'hui dans notre société sans savoir ni lire ni écrire? Est-ce qu'on peut réussir? Eh bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans C'est mon choix, en accueillant tout d'abord notre première invitée. Il s'agit donc de Roselyne. Roselyne, bonjour. Vous avez 41 ans, vous êtes mariée, vous ne savez pas lire, vous ne savez pas écrire. Oui. Pas tout à fait. Je peux vous demander tout de suite, qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis chef d'entreprise. Vous entendez les A dans le public. Alors tout d'abord, bonjour à tous. Vous ne savez pas du tout lire, pas du tout écrire? Alors écoutez, par rapport à ceux qui ont eu un cursus normal, je ne rédige pas et je fais beaucoup de fautes et je ne m'exprime pas toujours bien et correctement par rapport à des gens qui, eux, ont appris correctement la langue française. Bon, ben, y a des choses que moi, je vais lire, que je ne vais pas forcément comprendre, puisqu'il me manque quand même pas mal de mots de vocabulaire et puis aussi de la syntaxe. Enfin, il me manque pas mal de choses. Et puis j'emploie des mots pour d'autres. Donc, si vous voulez, c'est un ensemble de choses. Quand vous dites que vous ne voulez pas apprendre à lire et à écrire comme tout le monde, vous comprenez que ça puisse choquer? Oui, je pense que ça peut choquer, mais je pense que, si vous voulez, j'ai d'autres choses à faire. Et des gens qui savent lire et écrire, qui savent très bien lire et très bien écrire, il y en a plein. Mais des gens qui ont envie et qui ont l'agnac et le potentiel pour faire quelque chose, là, il y en a moins. Est-ce que ça suffit, comme vous dites, l'agnac pour réussir? Oui. En France, c'est un peu dur, c'est vrai, parce que les gens ont des critères. Il faut avoir des diplômes, il faut savoir bien lire, bien s'exprimer, bien parler. Mais alors, comment vous faites, vous, au quotidien? Parce que quand on est chef d'entreprise, il faut envoyer des fax, il y a des bulletins de paie, il y a plein de choses à faire. Mais écoutez, des gens, il y en a plein. Et puis, vous les embauchez à ce moment-là. Ce que vous ne savez pas faire, vous prenez des gens pour le faire. Et puis, bon, ben, j'ai mon... Mais attendez, les gens pourraient vous blouser? Vous avez vraiment confiance en tout le monde? Ah oui, parce que quand même, c'est moi qui les recrute, je regarde ce qu'ils savent faire, je regarde... Mais attendez, quand ils ont des CV compliqués, vous pouvez les lire? Oui, quand même. Et de toute façon, j'ai des gens autour de moi, à ce moment-là, ils les lisent à ma place, et puis ils me disent, bon, celui-là, il vaut le coup, celui-là, il vaut pas le coup, et puis voilà, c'est tout. Des gens qui peuvent nous épauler, il y en a quand même. Vous êtes mariée, hein? Oui. Comment votre mari a-t-il réagi quand il a compris que vous ne saviez pas lire et écrire comme tout le monde? Ben écoutez, je pense qu'au départ, c'est vrai que l'amour fait que ça enlève pas mal de barrières. Au fil du temps, ben, il a bien vu que je parlais pas comme tout le monde, ou je m'exprimais pas. Enfin, pour l'instant, vous vous exprimez plutôt bien. Hein? Ah oui, peut-être. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient s'exprimer comme vous. Vous savez, je pense que... bon, mon mari vient d'un milieu assez bourgeois, et moi, je viens d'un milieu très ouvrier. Alors, qu'est-ce qu'on appelle par bien s'exprimer? Vous savez, il y a des classes sociales qui ont appris depuis tout petit comment parler, comment s'exprimer, ils ont été dans un moule. Donc, quand il y en a qui parlent autrement, pour eux, ça leur écorche les oreilles. Et moi, je sais que... Comment je parle, en plus je suis assez vulgaire je suis assez vulgaire, hein, il paraît, bon. Et bon, ben, si vous voulez, ça écorche les oreilles de pas mal de gens. Et je sais très bien, pour faire pas mal de conférences, etc., quand je me lève et que je parle, je sais que je défrise beaucoup de gens parce que je ne parle pas comme tout le monde. Je suis quand même très atypique. Mais bon, moi je dis, les chiens aboient, la caravane passe, hein, et puis c'est tout. Hein. Comment ils réagissent, les autres chefs d'entreprise? Je leur en parle pas, Est-ce que vous faites partie du même monde? Certainement pas. Il y en a, oui, mais... Pourquoi vous dites certainement pas? Déjà, avant tout, je pense que déjà, vous avez beaucoup assez de courage de venir ici. Félicitations. Merci. Mais en ce qui concerne la confiance envers vos employés, franchement, j'en doute fort. Et comment ça, vous en doutez? Bien encore, personnellement, il y a un proverbe qui dit « on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même ». Et je pense qu'il est essentiel quand même dans notre société de savoir ne serait-ce que lire et écrire et puis ne serait-ce que s'exprimer d'une façon autonome, quoi. Donc je suis désolée, mais c'est essentiel. Alors attendez, parce qu'il y a la dame derrière qui n'arrête pas de râler, là. Venez un petit peu râler dans mon micro. Qu'est-ce qui vous arrive?
Mais moi, je trouve qu'elle n'est pas illettrée, cette dame. Je trouve que c'est pas ça, l'illettrisme pour moi. C'est quoi l'illettrisme pour vous? C'est quelqu'un qui ne sait vraiment pas lire ni écrire. Je pense que c'est dans son milieu qu'elle se sent mal à l'aise. L'illettrisme, c'est d'avoir des difficultés à lire et à écrire et à comprendre. Et à comprendre. C'est le cas de Roselyne, elle est complètement dans ce cas-là. C'est une dame qui se débrouille très bien de tout. Roselyne, vous entendez cette dame? Je suppose que tous les jours, parce que vous assumez complètement hein, votre condition d'illettré, les gens ont du mal à vous croire. Moi, c'est vrai, je suis chef d'entreprise, j'ai monté une entreprise il y a 10 ans. Je vous assure que moi, je sais bien où sont mes difficultés quand même. Oui, hein. je maintenant, si vous voulez, au bout de plusieurs années, de ce que pensent les autres, j'en ai plus rien à... D'accord? Mais oui, mais c'est bien. D'accord. C'est bien. C'est ce qu'il faut. Oui. Mais par contre, c'est vrai que quand je dois rédiger un courrier, que je dois envoyer à quelqu'un, je préfère demander à mon mari qui rédige certaines lettres, parce que si j'ai des choses à demander, ou vous comprenez, ça ne sera pas pris au sérieux en tant que chef d'entreprise. Alors maintenant, quand mon mari ne peut pas, parce qu'il a d'autres chats à fouetter... Qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Il est fonctionnaire. Hein, fonctionnaire dans quel corps? Dans le ministère de l'Éducation nationale. Ah. C'est un comble. Il mute les professeurs, hein. Il n'est pas professeur, il mute les professeurs, et donc lui, c'est rédigé. Mais quand ça le gave de faire des courriers parce qu'il a d'autres chats à fouetter, et puis bon, l'entreprise lui plaît pas forcément tout le temps, ou il n'a pas la tête à ça, bon ben, j'ai des courriers à faire partir, moi je suis désolée, moi je suis une femme d'action, donc qu'est-ce que je fais? Je fais partir le courrier, et avec des fautes ou sans faute. Et c'est vrai que je me dis, tant pis, ça part. Et ce qu'il y a, c'est que quand j'écris, moi, comment je parle, j'écris. Et il y a des choses qu'on ne doit pas écrire, il y a des choses qu'on dit verbalement qui ne s'écrivent pas. Comment réagissent les personnes qui reçoivent ces lettres? Je pense que je dois les interloquer quand même. Est-ce que vous êtes crédible quand vous écrivez ce type de lettre? Une lettre truffée de fautes d'orthographe, vous savez bien qu'en général, la personne qui l'envoie n'est pas crédible. On verra bien comment ça sera reçu de l'autre côté. Et si les gens s'arrêtent à ça, tant pis pour eux. Vraiment, je me dis tant pis pour eux. Bonjour. Bonjour Evelyne, je peux vous faire la bise? Oui. Merci. Moi, je m'appelle Philippe, je viens de Châtenay-Malabry, bonjour. Je me pose la question, est-ce que vous avez été à l'école? Est-ce que votre famille a été cultivée? Pour expliquer justement, est-ce que vous ne savez pas lire parce que vous n'étiez pas doué, mais vous avez quand même été vous avez un cursus scolaire? Ou alors est-ce que... Moi, pourquoi je ne sais pas bien rédiger comme je devrais le faire et pas faire de fautes, c'est parce que j'ai eu des problèmes dans ma famille. Mais je pense que quelqu'un qui ne sait pas bien lire et écrire, c'est parce qu'il n'a pas eu une bonne scolarité et parce que justement, il a eu des difficultés dans sa famille parce qu'il avait une famille non intégrée socialement. Et ce qui a été mon cas. Je pense que, contrairement à ce qu'on croit, les gens qui ne savent pas lire et écrire sont sûrement dans la vie plus débrouillards. Exactement. Que certaines personnes qui ont fait beaucoup d'études mais qui ne sont pas du tout débrouillards manuellement. Bah écoutez, c'est ce dont on va discuter avec notre prochaine invitée qui s'appelle Isabelle. Isabelle, elle pense, contrairement à vous, qu'il faut apprendre à lire, à écrire. C'est indispensable dans la vie. Elle a, contrairement à vous d'ailleurs, décidé de le faire parce qu'elle s'est aperçue qu'elle ne pouvait pas se débrouiller. Vous allez en débattre avec elle. Je vous propose de l'accueillir. Isabelle. Isabelle, bonjour. Vous êtes venue avec votre mari Patrick, ou plutôt votre concubin, parce que vous n'êtes pas mariée. Isabelle, vous avez 26 ans. Oui. Vous travaillez dans un foyer pour enfants. Oui. Vous êtes enceinte aujourd'hui de 5 mois. Oui. Et vous vivez avec Patrick. Comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez Roselyne qui dit on développe d'autres capacités, on n'est plus débrouillard, on a la niaque, et finalement, moi, je m'en sors très bien comme ça? Moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai qu'on est des brouillards, mais ce qui se passe, c'est qu'on a besoin de savoir lire et écrire à notre époque actuelle. Pourquoi est-ce que Roselyne n'a pas besoin et vous, oui? Parce que Evelyne, bon, elle est chef d'entreprise, excusez-moi. Elle ne l'a pas toujours été? Non, je suis bien. Mais ce qui se passe, c'est que, bon, elle a des gens qui l'aident, elle a la chance d'avoir des gens qui l'aident. Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas cette chance-là. Est-ce que ça vous choque, les propos qu'elle tient? Oui. Pourquoi? Parce que moi, je me dis, si elle se retrouverait toute seule, comment elle ferait?
si on attend de tout savoir faire, on fait jamais rien. Et puis, bon, il y en a qui ont eu de la chance de C'est savoir pas la bien lire et base écrire. de savoir lire et écrire. Mais tout le monde, oui, mais c'est pas la. Sincèrement, C'est ce qu'on dit aux enfants, en tout cas. Oui, mais si les parents peuvent le faire, ok. Mais quand on n'a pas eu cette chance, Vous pensez est-ce qu'il qu'il- faut s'arrêter à ça? Non. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ça. Non, d'après je vous. pense pas. Votre vie, elle a changé. Vous avez quitté l'école à 16 ans, hein, Isabelle. Depuis, vous avez entrepris de prendre des cours. Oui. Hein. Depuis combien de temps vous prenez des cours? 6 ans. 6 ans. Aujourd'hui, vous savez lire et écrire? Je me débrouille. Vous vous débrouillez. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Tout. C'est-à-dire? Ça veut dire que maintenant, je peux faire mes papiers toute seule. Je n'ai plus peur d'aller faire mes papiers. Et puis, j'ai pris confiance en moi. Vous avez entendu Roselyne tout à l'heure disait, moi, quand je ne sais pas faire un truc, je délègue. Ça vous embêtait de déléguer? Oui. Vous étiez moins autonome? J'étais moins autonome, je savais rien du tout. Donc, à l'âge de 20 ans, je savais ni lire ni écrire. Ce qui veut dire que je ne savais pas l'alphabet. Je la savais oralement, mais je ne savais pas l'écrire. Est-ce que vous aviez honte? Oui. Pourquoi? Parce que, comment dire ça, c'est une honte. C'est pour les gens qui savent lire et écrire, pas savoir lire ni écrire, c'est quelqu'un qui est bête. Et c'est... Roselyne, vous avez jamais eu honte? Mais les gens pensent qu'on est bête, mais on n'est pas bête du tout. Mais il y a plusieurs personnes qui pensent qu'on est bête. Moi, c'est déjà arrivé que je me suis retrouvée devant quelqu'un et il m'a regardé, l'air de dire tu sais pas lire, tu sais pas écrire, pour moi, t'es bête. Eh bien, tant pis pour lui, c'est quelqu'un de pas intelligent et il faut laisser passer sa route à ce moment-là. Mais c'est facile à dire maintenant, c'est facile de le dire. Mais Ouais. quand vous avez honte, Moi, je vous pense partez que- en pleurant Oui, et puis vous allez je- vous cacher. Vous... D'accord. Je suis d'accord avec toi. Moi, ce que je veux dire, c'est que si vraiment on en a honte, si vraiment on souffre intérieurement et qu'on n'est pas autonome, apprenons à lire et à écrire, d'accord? Moi, si vous voulez, je trouve que je peux faire sans et que j'ai autre chose à faire. C'est tout. Ça, c'est mon point de vue à moi. Oui, c'est votre cas à vous. Roselyne, j'ai l'impression que vous considérez que d'apprendre à lire et à écrire, finalement, c'est une perte de temps. Pour moi, oui. Pour les jeunes aussi, moi je trouve que le message que madame veut passer, elle veut montrer que, bon, c'est vrai, elle a la hargne. peut y arriver, mais voilà. dire qu'à notre époque, ne pas savoir lire et écrire, ça l'empêche. Elle peut tout faire. Mais Vous savez tout faire. Faut C'est les pas aider. facile. Moi, j'ai mis 2 ans avant d'apprendre à lire et écrire, avant de me déplacer pour aller. Qu'est-ce qui était difficile? J'avais honte, j'avais peur. Je me disais, bon, je vais me retrouver avec des gens qui savent lire et écrire, ils vont se moquer de moi. J'avais Le peur. regard des autres. Oui, mais c'est sûr Le que, regard des voilà, mais je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que, moi, ce que j'essaye un petit peu de faire passer aujourd'hui comme message, et c'est pour ça que je suis là, c'est, tu as eu honte et tu as eu du mal à passer le cap d'aller apprendre à lire, à écrire. Moi, ce que je veux dire à la France, c'est que ceux qui savent pas lire et pas écrire, mais si ça les embête vraiment eux, et eux structurellement, qu'ils aillent apprendre, mais qu'on arrête de tirer sur le bonnet, c'est-à-dire qu'on arrête de dire « tu sais pas lire et écrire, t'es qu'un nul, enfin t'as vu comment tu parles », elle dit « moi c'est vrai, ma voix même elle a changé, bon, parce que quand je parlais un peu comme à la Titi parisien, un peu comme Vous pensez que c'est handicapant, oui, bien sûr. et qu'il faut changer ça, qu'on peut être quelqu'un d'extraordinaire en faisant des fautes de français, en écrivant mal, en ayant un accent de Oui. Paris ou de je ne sais où. Oui, je pense, mais vous savez, bon, moi je suis un peu spéciale. C'est alors très bon, impolitiquement correct Vous ce que êtes vous un cas dites. à hein. part. Oui, je suis un cas à part, je pense, oui. Ça se voit. Mais ce que j'essaye de vous dire à tous, c'est que, franchement, il faut respecter l'individu comme il est. C'est-à-dire que moi, qu'on me foute la paix à vouloir absolument me faire apprendre le français, si j'ai pas envie, je préfère aller apprendre l'anglais parce que franchement, j'ai d'autres choses à faire. il y Vous a lisez des mieux en personnes anglais qui ont- Comment? Vous lisez mieux en anglais? Oh, je lis mieux en anglais, non, mais je lis bien, oui, enfin, je lis bien. Je préfère apprendre une langue anglaise, vous comprenez? Sincèrement, d'où je viens de tellement bas que pour moi, le jour où je saurai vraiment bien lire le français, ça viendra tout seul, parce que pour moi, ça sera la cerise sur le gâteau. À 17 ans, j'ai commencé à travailler, j'avais 14 ans, j'allais à l'école, mais je travaillais le samedi et le dimanche pour gagner de l'argent de poche. Quand, à 17-18 ans, j'ai commencé à vouloir travailler, j'ai donc envoyé des CV. Sincèrement,
J'en ai envoyé des CV. Ah ça, j'en ai envoyé. Puis un jour, je n'avais pas de réponse. Je dis, écoutez, ça commence à suffire. J'ai dit, je perds du temps à écrire des lettres auxquelles on ne répond jamais. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais je vais directement aller voir les entreprises. Et je vous assure sincèrement que je n'ai jamais été au chômage. OK? Je suis allée pousser la porte des entreprises et je dis, je cherche du boulot. Alors, on me disait pas oui toujours, hein. Attendez, on me disait pas, oui madame, on attendait que vous. Certainement pas. Non, 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 non. J'ai frappé et puis une fois, tiens, parce que j'ai fait tous les boulots. Une fois, j'avais plus de boulot. Je dis, écoute, Roselyne, tu peux pas rester comme ça. Faut que tu trouves du boulot. Bon, j'ai pris un vendredi. Je me suis dit, allez, je vais aller faire. J'habitais la Bretagne. Je suis bretonne d'origine. Donc, j'ai été faire tous les ostréiculteurs parce que c'était l'époque des huîtres. Donc, j'ai fait tous les ostréiculteurs qui étaient sur une rue. Et puis, j'ai été frappée. Je vous assure, j'en ai fait peut-être 30 dans la journée. C'était la dernière. Elle m'a dit, je vous préviens, c'est un métier dur, c'est un métier d'homme. Moi, je dis, écoutez, je vais essayer. Elle me dit, OK, venez ce soir. Vous savez conduire? Je dis, oui, je sais conduire. Elle m'a foutu un camion dans les mains. J'avais, je sais plus combien de bourriches d'huîtres dans la bagnole. Et puis, je suis partie avec une animatrice. Et pour lire les panneaux, ça allait? Oui, ça allait. J'ai été faire une animation dans une grande surface et puis voilà, et puis j'étais embauchée. Bon, et après j'ai mis en rayon, j'ai été représentante, j'ai fait un tas de boulot, mais toujours en poussant les portes. Alors si le but du jeu aujourd'hui c'est que surtout pas les jeunes qui nous regardent suivent votre exemple en apprenant pas à lire, parce que de toute manière c'est parce que attends, on a bien compris que c'est... Non, il faut apprendre Roselyne, à lire, à écrire. on a bien compris que c'était pas du tout le message que vous vouliez faire passer. En revanche, attendez, laissez-moi terminer. Oui. J'espère en tout cas que la plupart des jeunes qui vous regardent, qui faut aller sachant à lire l'école, ou pas, bien sûr. retiendront de vous cette espèce de... Oui. Pas cette espèce, cette Attends. niaque terrible que vous avez et qui doit être très très motivant. Ce que je voulais dire, Aline Thomas, c'est que... Il y a des parents, ils ne savent pas lire et écrire, ils ont eu des problèmes familiaux et ils ne peuvent pas aider leurs enfants. Et l'école ne peut pas tout faire, ne peut pas pallier à tous les problèmes. Voilà ce que je veux dire. Alors, on va poursuivre cette discussion avec notre prochain invité. Il s'appelle Pascal. Lui non plus ne sait ni lire ni écrire. Pascal, il a honte. Il considère que c'est un handicap. Et il a donc choisi aujourd'hui de témoigner de manière anonyme et nous le respectons. Je vous demande de l'accueillir très très chaleureusement parce que c'est pas facile pour lui de venir en parler à la télévision. Pascal. Bonjour Pascal. Pascal, vous avez 37 ans, vous êtes donc grimé, puisque vous voulez témoigner de manière anonyme et nous respectons ça. Vous avez entendu nos invités, vous avez entendu le discours de Roselyne. Vous voudriez apprendre à lire et à écrire. Pour qu'on comprenne bien, racontez-nous un peu votre histoire. Vous êtes vendeur. Quel mot vous savez écrire? Je me débrouille, je me débrouille. Vous savez écrire votre nom? Oui, bien sûr, mon nom. Je sais déchiffrer des choses. Quelques mots, mais pas beaucoup. Oui, voilà. Bon, moi, le stress que j'ai, c'est quand je prends un crayon dans les mains, je panique. C'est... Comment vous faites pour exercer votre métier? Quelles astuces vous avez mis au point? J'ai une secrétaire qui s'occupe bien de la paperasserie, quoi. Heureusement. Comment vous l'avez mise au courant? C'était dur? Oui, et aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait au courant parce que je me débrouille un petit peu et c'est... Vous faites celui qui n'a pas envie ou qui n'a pas le temps de faire les papiers? Comment vous vous débrouillez pour qu'elle le fasse? J'ai toujours une astuce, lui dire au client, venez, on va aller voir la secrétaire pour faire les papiers, quoi. Donc, je me faufile quelque part. Donc, vous avez mis au point des astuces, un peu comme Roselyne, quand même, pour avancer professionnellement. Pourquoi est-ce que vous avez honte du fait de ne pas savoir lire et écrire? Parce que c'est pas normal, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui ne... Je veux dire, quelque part, on est dévalorisé, on n'est pas comme tout le monde. Moi, j'ai essayé de faire des démarches de mon côté. Quand on travaille du lundi au samedi, trouvez-moi le temps de pouvoir apprendre. On peut pas... Il existe des structures, il faut aller en mairie, il y a assez de bénévoles qui le font quand même. Oui, mais madame, il y a peut-être des structures, mais pas adaptées à toute personne, je veux dire. Attendez, Pascal, parce que nous, on a peut-être la solution. Vous entendez Roselyne, elle dit il y a une solution. Vous vous dites non, c'est pas si facile que ça. Eh bien, écoutez, nous, on a avec nous... Bonjour, levez-vous, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Vous êtes Jean-Louis. Oui. Vous avez 51 ans et vous êtes bénévole au Secours catholique. Oui. Vous êtes venu spécialement pour Pascal, parce que vous êtes venu lui dire quelque chose. Qu'est-ce que vous êtes venu lui dire? Je suis venu lui dire que le Secours catholique sait apprendre les adultes à écrire, à lire, à écrire, comme on fait pour les enfants. Et puis, on est prêt à vous aider au Secours catholique. Sans débourser un centime. Comment? Sans débourser un centime.
Pour Pascal Oui. Ah ben il est. Non mais c'est sûr que le matériel scolaire sera à notre charge. Ça c'est pas un problème. Par contre, je suis un peu choqué par ces deux personnes. Pascal choqué dans le bon sens du terme, dans la mesure où il n'est pas le seul à avoir de la honte pour ce qui lui arrive. Et je le comprends très bien. Il veut garder l'anonymat. Je le respecte. Mais il faut savoir, Pascal, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que vous regardent probablement, et qui ont honte également, ils comprennent votre honte et ils ne vont pas bouger. Si vous étiez venu, comme madame a eu le courage de le faire, ces personnes-là seraient incitées à faire comme vous. Pascal, vous allez rencontrer quelqu'un maintenant, notre prochain invité, qui lui est comme vous. Il a d'ailleurs des choses à vous dire à ce sujet. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Il a décidé de se prendre en charge. Et pour lui, c'est moins compliqué que pour vous, visiblement, de sauter le pas et de se dire « je vais y aller ». Attendez, vous allez en discuter avec lui. Et lui, il n'a pas honte de dire qu'il est illettré. Vous allez en débattre justement avec lui. Il s'appelle Édouard. Bonjour Édouard. Bonjour. Édouard, vous avez 41 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants, vous êtes agent de salubrité. Je vous remercie d'être ici parce que je sais que tous, vous avez, parce qu'on me l'a dit tout à l'heure, vous aviez un petit peu le trac de venir vous exprimer sur le sujet, parce que c'est pas facile pour vous déjà de vous exprimer, alors en plus à la télévision, déjà tout le monde a le trac. Donc je vous en remercie, donc on souffle un bon coup et tout va bien se passer. C'est bon. Vous êtes dans la même situation que Pascal, vous l'avez entendu dans les Oui. coulisses. Vous comprenez, lui, qu'il témoigne de manière anonyme? Non, Pourquoi? franchement, non. Moi, je n'ai pas peur de le dire, même devant tout le public. Oui, je ne sais pas lire ni écrire. Ça, je n'ai pas peur de le dire. Et je n'ai pas peur de me cacher. Je ne vois pas pourquoi Pascal s'est caché. Ça vous choque? Est-ce que ça vous choque qu'il témoigne de manière anonyme? Qu'il soit caché? Oui, franchement, oui. Puisque pour moi, ce n'est pas une honte. C'est pas une honte, hein. En fin de compte, si Pascal, Édouard et Isabelle ne sait pas lire, ce n'est pas notre faute. Exactement. Ce n'est pas notre faute. Exactement. C'est pas notre faute quand c'est Alors pas lire. arrêtons Quand c'est pas lire ni écrire, nous ce n'est pas rendre notre faute. coupables. Puisque moi, dans ma jeunesse, j'étais à la DAS. Voilà, bon, bah voilà. J'étais à la DAS. On m'a jamais mis à l'école. On m'a jamais mis, jamais. Quand je suis retourné chez mes parents, quand mes parents m'ont repris, du moins ma mère quand elle m'a repris, ils m'ont mis à l'école. Manque de peau, je ne savais pas lire ni écrire. Pour les professeurs, c'était compliqué. C'était très compliqué à m'apprendre à lire et à écrire. Pourquoi? Parce que les autres, sinon, ils avaient du retard. Ouais. En fin de compte. J'étais le seul élève. On était peut-être, je me rappelle plus tellement bien, peut-être 20 dans la classe. 20 dans la classe. T'as envie d'apprendre à écrire aujourd'hui? Maintenant, aujourd'hui, à 100%, je veux apprendre à écrire et à lire. Alors, même dans mon couple, personnellement, ça me crée parfois des problèmes. Lesquels? Je veux dire, je m'en prends après ma femme. Pourquoi des Parce que courriers, tu sais- parce qu'il y a des choses quand on fait par courrier recommandé, ça va très vite. Moi, je suis obligé de téléphoner, et forcément, je suis toujours en train de lui demander. Je suis toujours obligé de passer par elle, et quand ça va passer Pourquoi vous dites vite. ben oui, Roselyne? Oui, je pense que quelque part, comme tu as vraiment, ça te complexe à ce point-là, je pense que c'est vrai qu'il faut que tu apprennes à lire. il faut qu'il Mais moi, apprenne ce à que je lire. veux dire, c'est comme il dit, Il faut qu'il- il n'a pas honte. Attends, Mais il a c'est pas facile de honte. dire. Il n'a pas honte, Il lui, faut. parce que Mais quelque c'est part, il vient d'un difficile à milieu. Je sais, on m'a dit, je sais. J'ai Mais vu moi un aussi, monsieur je tout à veux. l'heure dans les coulisses, là tout à l'heure, le monsieur qui... Là-bas, je Jean-Louis. vais montrer du doigt, excusez-moi. Hein, C'est Jean-Louis? Oui. Que je sais que pour les adultes, c'est beaucoup plus difficile d'apprendre à D'apprendre, bien lire sûr, après, oui. qu'un enfant. Bah, bien Bien sûr. sûr, parce C'est ce qu'un qu'on m'a enfant, dit. il assimile C'est ce plus qu'on m'a vite dit. qu'un adulte. Voilà. Pour les adultes, la méthode est différente. Voilà. Hein. C'est beaucoup plus... C'est beaucoup... 1, 2, 3, c'est beaucoup plus compliqué que... Alors justement, probablement, racontez-nous, mais- Édouard, un petit peu, comment ça se passe au quotidien là pour l'instant? Comment vous faites? Ah ben, quand j'ai des papiers à remplir ou des trucs comme ça, je demande à ma femme qu'elle me remplisse les papiers. Pour le budget, je travaille à la ville de Metz, agent de célébrité.
c'est ma femme qui gère tout, c'est moi, je m'occupe de rien. Vous savez écrire quoi? Le, la, un, une, c'est tout. Votre nom? Mon nom et mon prénom. C'est tout. Vous me demandez d'écrire hôpital, maison, etc. Je suis incapable. Vous savez pas. Et lire non plus, pareil. Voilà, pareil. Mais tu verras que si tu apprends, tu verras que tu seras fier de toi et que... Oui, Vous parce avez- que- parce que déjà, Édouard, On découvre beaucoup de choses, je pense, en lisant quand même. Ça apprend des choses dans mais la moi, vie. ce que je dis, c'est De que... lire, de tout ça. oui, Et bien c'est, ça peut, et je veux dire, on aurait peut-être moi personnellement, je pourrais avoir une passion de lire. Mais Mais ça va venir puisque tu le veux. Et ça va venir, il n'y a pas de raison. Édouard, vous avez 41 ans. oui, Vous avez vécu sans savoir lire et écrire. oui. Vous dites aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'apprendre et on sent la détermination. Qu'est-ce que ça va vous apporter alors que vous avez un métier, vous êtes marié, vous avez 3 enfants? Oui. Qu'est-ce que ça va vous apporter de savoir lire et écrire Ah aujourd'hui? ben déjà, comme mon enfant, mon enfant parfois il prend un livre, un truc, il me dit papa, est-ce que tu peux me dire ce qui est marqué là? Moi je le renvoie à chaque fois chez la maman. Et de ça j'en ai marre. Vous avez honte par rapport à vos enfants? Ça doit faire mal. Vous avez mal? Oui, ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose. À chaque fois que je lui dis ah ben écoute, il faut que tu demandes à la maman, tout ça, non. Moi, Comment réagissent vos enfants? je voudrais pas que mon fils il suive le même chemin que moi, c'est tout. Pour l'instant, ça va? Ouais. Vos enfants, ils se sentent au courant? Ben, il y en a Le plus J'ai grand? mes 2 premières filles, les 2 premières filles qui le savent, ils le savent. Ils ont eu aussi des difficultés à l'école. Oui. C'est peut-être à cause de moi. Je prends ça peut-être à cause de moi. Non, faut pas dire ça. culpabilisez Moi, par je rapport à ça. moi, je le prends comme ça. Ouais, mais faut pas Moi, que tu je le dises prends ça. comme ça. Je dis c'est peut-être à Regarde, cause de ils vont moi être fiers de qu'ils toi, ont eu des puisque tu vas difficultés à apprendre. l'école. Mais je veux pas que le petit, mon gamin de 7 ans, il suive le même chemin. Alors, Moi, je trouve que c'est très important moi, de savoir pour moi- lire et écrire. moi, pour Il mon faut permis- faire passer le message aux jeunes de maintenant, même les plus anciens, qu'il ne faut pas avoir honte de savoir lire et écrire, enfin d'apprendre à lire et à écrire. Il faut y aller. la chose la plus émouvante que vous ayez écrite, c'est laquelle quand vous avez su? La première chose, c'est d'avoir écrit un mot à mon mari. Un mot d'amour? Vous l'avez avec vous, ce mot, hein? Ça vous manquait de ne pas écrire des mots? Oui. Vous pouvez nous le lire? Mon amour, ça va être long à le dire. Hein. Mon amour, je voudrais te dire que je t'aime et que le plus beau cadeau, excusez-moi, hein, c'est moi qui l'ai écrit. Vous mais excusez j'arrive, pas du tout, Isabelle. Alors, le plus beau cadeau, c'est que c'est que je te fasse... Attends, je suis désolée. Alors, non, c'est que... Alors, le plus beau cadeau, je peux te faire, excuse-moi, c'est bien de savoir lire et écrire pour nous deux et pour notre enfant. Patrick, vous avez été l'employeur à un moment hein, d'Isabelle. Oui. Quand vous avez reçu ce mot, qu'est-ce que vous avez ressenti? Là, vous avez encore la petite larme qui... ça bouffe les tripes. Hein. C'est émouvant, c'est tout l'amour qu'on peut avoir ensemble, la complicité, c'est plein de choses. C'est notre rencontre, c'est notre vie qui a commencé comme ça. Et les efforts qu'elle a fait pour Et les vous efforts, et pour le ouais, bébé. ouais. Isabelle, vous disiez tout à l'heure que quand on est illettré, en tout cas c'est ce que vous avez souvent ressenti, les gens vous disent vous êtes bête. Oui. Hein. Vous allez voir avec notre prochaine invitée que c'est souvent le contraire qui se passe. En tout cas, c'est son cas à elle. Notre prochaine invitée, Catherine, a récemment appris à lire et à écrire. Et en le faisant, elle a découvert une chose incroyable. Elle va nous révéler laquelle dans quelques instants. Je propose de l'accueillir. Catherine. Bonjour Catherine. Merci d'être avec nous. Vous avez 36 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Vous étiez illettrée il y a combien de temps? Jusqu'à l'âge de 30 ans, pour dire. Jusqu'à l'âge de 30 ans, donc il y a 6 ans. Aujourd'hui, vous arrivez à lire et à écrire. Oui. Vous dites vous-même que vous avez encore des progrès à effectuer. Qu'est-ce que vous avez découvert en apprenant à lire et à écrire de stupéfiant? Contrairement à ce que je pouvais penser. Votre histoire, elle est incroyable. Ah oui, donc, contrairement à ce que je pouvais penser, écoutez, j'ai appris effectivement que je n'étais pas bête. Parce que j'ai
par l'intermédiaire de mon enfant, qui lui aussi a eu des problèmes d'intégration à l'école et aussi des problèmes d'orthographe. Donc, si vous voulez, ça m'a replongé un petit peu, 30 ans en arrière, en me disant, c'est l'histoire qui recommence. Et donc là, je l'ai fait voir à un psychologue sous les recommandations de la maîtresse. Et de fil en aiguille, en fait, il s'est retrouvé, on lui a fait passer effectivement un test de QI. Et donc, nous avons découvert qu'il avait 144 de QI. Donc, et donc, effectivement, donc je me suis dit, je ne pouvais pas être bête du fait que j'avais mis au monde un enfant précoce. Surdoué, on peut le dire. Voilà. Et donc moi-même, j'ai aussi été voir un psychologue, déjà parce que, bon, effectivement, j'étais très... j'avais pas confiance en moi. J'étais plus bas que terre. Enfin, pour moi, j'étais un déchet de la société. Et donc, vous avez passé les tests. Oui, de quoi vous êtes aperçu? J'ai également passé des tests de QI. Et donc, j'ai eu 129 de QI. Et donc, vous, là aussi, vous vous êtes aperçu que vous étiez extrêmement doué? Voilà, tout à fait. Même plus que ça. Et donc, effectivement, le psychologue m'a dit aussi que peut-être mon problème d'écriture et de lecture venait peut-être de la dyslexie. Du fait que vous étiez une enfant surdouée à la base et que vous n'aviez pas réussi à être intégrée à l'école. Il y avait aussi cet handicap de dyslexique. Et donc là, j'ai commencé effectivement à aller voir une orthophoniste. Là, j'ai pris effectivement des séances et je me suis dit, il faut que je réapprenne. Et j'ai repris mes études, parce qu'en fait, j'avais arrêté à l'âge de 16 ans. J'ai été en usine de couture, etc. Bon, c'était la politique de la maison à l'époque. Et en fait, je n'avais qu'un niveau 6e et encore, puisque ma moyenne générale, elle devait être de 3 à peu près. Donc là, je me suis dit, il faut que je réapprenne. Donc j'ai repris avec le donc de la 6e et j'ai obtenu le bac l'année dernière. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez découvert que finalement vous aviez eu un problème de dyslexie? Et c'est vrai que ça arrive de temps en temps, et même souvent que les enfants dyslexiques aient d'énormes problèmes à l'école, ce qui a amené vous au fait que vous soyez illettré. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez compris votre histoire? Vous disiez tout à l'heure, j'étais un déchet avant. Oui, tout à fait. Disons que ça m'a... Le fait de savoir que j'étais dyslexique, au moins de mettre un nom sur cet handicap, en fait, qui m'a gâché effectivement toute ma vie antérieure, je crois que ça m'a donné justement des ailes. Et puis bon, ça a été aussi de dire, c'est pas de mon fait. C'est aussi le fait que il y a un handicap et il faut y pallier en fait. Donc il faut. Ça a mis combien de temps pour apprendre? Pardon? Combien de temps ça a mis pour apprendre? Combien de temps? Je crois qu'il y a beaucoup la volonté aussi qui. Alors justement, puisqu'on parle de temps, ça vous a pris combien de temps? Ouais, c'est ce que j'ai posé. Catherine? Par rapport à quoi? C'était combien d'heures par jour? C'était difficile, c'était laborieux? Oui, tout à fait, parce que bon, c'était avec des livres. Et les livres, quand je ne comprenais pas, c'est clair qu'il n'allait pas m'expliquer, c'est clair. Vous étiez toute seule en plus. J'étais toute seule, ce qui fait qu'en fait, avec mon orthophoniste, je lui ai amené les cours avec moi. Et on a travaillé comme ça et j'ai pu... En combien de temps vous avez rattrapé le retard? 4 ans. 4 ans. Ouais. Et aujourd'hui, vous avez votre bac. Voilà. Combien d'heures par jour? Combien d'heures par jour, demande Édouard? Combien d'heures par jour? Facilement 8 heures. 8 heures par jour. Oui, mais en 4 ans, ça peut être un peu plus long, qui sait. Vous ne savez rien du tout. Vous savez quand même écrire, non? Enfin, je vous dis non, je savais un peu déchiffrer des choses. Enfin, niveau 6e à 30 ans, voilà, c'est ça. Et, oui, encore. Et encore,
Aujourd'hui, ça me demande beaucoup d'efforts encore. Hein. Quand il faut lire une histoire à mon enfant, il faut d'abord que je la lise de façon à la comprendre. Alors vous allez voir avec notre prochaine invitée qui s'appelle Sonia, qu'elle aussi elle a essayé de lire, d'apprendre à lire et à écrire un petit peu comme vous, Catherine, mais elle a trouvé ça tellement difficile, c'est un peu ce que vous craignez, hein, Édouard, qu'elle a décidé de renoncer. Elle va nous expliquer pourquoi. Je propose d'accueillir Sonia. Bonjour Sonia, vous avez 27 ans, vous êtes célibataire, vous êtes femme de ménage. Vous avez quitté l'école, vous, après la 3e. Vous aviez des difficultés pour lire et pour écrire. Qu'est-ce qui vous a décidé à prendre quelques temps plus tard des cours pour rattraper? J'étais dans un foyer, d'enfants. Ils m'ont aidé pour justement, excusez-moi, je suis un peu émue. Je sais que vous êtes émue, vous aussi. Pour essayer de lire et écrire. Ils m'ont proposé de faire des stages de remise à niveau. J'ai fait ça pendant 3 ans. Mais j'ai eu beaucoup de difficultés. Lesquelles? Pour tout. Qu'est-ce qui était dur? Tout était dur et j'étais aussi complexée par rapport aux autres élèves. Pourquoi? Qui avaient un niveau plus haut que moi. Oui. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de difficultés parce que j'ai commencé l'école à 9 ans. J'ai eu des problèmes de santé. Malheureusement, je n'ai pas pu aller à l'école avant. C'était quand même difficile pour moi, hein. Je ne dis pas. J'ai arrêté à 20 ans, j'ai dû chercher du travail. Je n'ai pas eu le choix parce que j'étais à la rue, sinon. J'ai dû prendre un appartement, me loger, trouver du travail. Il y a 1 ou 2 ans, j'ai essayé de refaire une remise à niveau. Malheureusement, ça s'est échoué. Pourquoi? Parce qu'on m'avait dit que j'avais un niveau trop bas. Les professeurs me disaient que j'avais beaucoup de difficultés, malgré que je suis allée à l'école à 9 ans, que j'ai eu des problèmes de santé. Oui. Enfin, c'est sûr que quand on veut apprendre à lire à votre âge, on a des difficultés. Hein. C'est un peu... Je dois dire que c'est dur, hein, je ne dis pas. Pas dire que c'est facile. Voilà, mais... mais vous, ça vous a découragé, on comprend bien que... Beaucoup découragé, ça parce puisse être que démotivant. je vous dis, il y a 1 ou 2 ans, j'ai fait une demande, ça a été refusé parce que mon niveau était trop bas. Il fallait avoir un niveau assez haut, et ça m'a complètement découragée. Je travaille 20 heures par semaine, c'est pas beaucoup. Malheureusement, j'ai pas le choix. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. C'est la réalité, je sais. Et là, vous êtes obligée de travailler. Et vous je suis obligée de travailler et je dois assumer pendant toute ma vie. Qu'est-ce que vous pensez, Catherine, de cette histoire? Est-ce qu'on peut s'en sortir quand on est complexé, quand on assume mal, quand on n'a pas, je dirais, la niaque, hein, c'est de ça dont vous parliez, parce que on a senti, Catherine, que vous, tout d'un coup, cette révélation du fait que vous ayez appris que vous étiez dyslexique et surdouée, ça vous a boosté. Oui, vous ne voulez pas apprendre, mais vous êtes boosté par cette rage de vivre et d'entreprendre que vous avez. Est-ce qu'on peut réussir quand on n'a pas ça? C'est vrai que c'est difficile. Je crois qu'il faut... se faire épauler. Il faut... Oui. Se faire épauler, effectivement. Des fois, on frappe à une porte, c'est pas forcément la bonne. Moi, je viens de très loin. Vous croyez qu'à chaque fois que j'ai frappé à une porte, c'était la bonne? À ce moment-là, c'est que c'était pas les bons et qu'ils n'ont pas compris ce que vous vouliez. Il y a les bons. Je vous assure qu'il y a des balises. La vie, elle est bien faite. Même si moi, je viens de loin aussi. J'ai été de la DAS aussi, donc je viens de très loin. Mais excusez-moi, j'ai jamais dit que c'était pas dur. Oui, mais non, je dis pas ça. Mais ce que je veux te dire, c'est que des balises, il y en a sur la route et c'est pas tout. Il faut du temps pour trouver les bons, c'est vrai. Mais Roselyne, attendez, sincèrement, c'est fatigant aussi d'avoir toujours la niaque, comme vous dites. Oui, c'est fatigant. Tout le monde ne peut pas être aussi motivé, aussi dynamique que vous, comprenez ça? Oui, non, mais à ce moment-là, on se fait épauler. Il y a des gens pour nous épauler quand même. On va à la mairie, on parle de notre problème, et vous allez... Mais si, je vous... Quand même, on est content que c'est facile d'en parler. Madame, attendez, je travaille à la mairie de Metz. Oui. Je travaille à la mairie de Metz. Des chefs d'équipe de chez nous le savent que je ne sais pas lire ni écrire. Oui. Ils le savent. Ils ne m'ont jamais aidé. Oui, mais faut, la mairie de Metz ne m'a jamais aidé. Il fallait que j'aille voir la médecine du travail pour lui dire, comme quand je ne savais pas lire ni écrire, comme je n'ai pas peur de le dire, je lui ai carrément dit. Et elle m'a dit on va téléphoner à une assistante sociale pour essayer de trouver quelqu'un qui vous aide. Elle t'a trouvé d'autres informations. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont pas t'aider. Tout le monde venir avec la mairie. sûr. Ça ne vient pas de la mairie. C'est pas que ça.
Isabelle, je revois Isabelle quand je l'ai connue. Elle était pareille qu'elle. Elle apprenait, elle savait pas, elle allait, elle était à l'école jusqu'à quel âge? 16 ans. 16 elle savait ans, pas lire ni écrire. Pour finir, elle a suivi les cours, elle a passé les classes. Comment ça se fait? Et moi, quand je l'ai encore rencontrée, à l'école après 16 ans, je suis rentrée dans une école en Belgique où il fallait avoir des belles notes. Je suis rentrée dans cette école jusqu'à l'âge de 20 ans. Enfin, jusqu'à 18 ans. elle est venue j'avais un restaurant, elle est venue en apprentissage chez moi. Première chose, elle était en salle, elle devait prendre une commande. Elle est arrivée en pleurant dans la cuisine avec un bon. Quand j'ai vu ça, j'ai dit oh là là. C'était impossible. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait de barrière. Tout de suite, je suis allé en salle, j'ai repris la commande, on a vu ça ensemble. Et après, ça s'est passé beaucoup plus facilement. Mais c'était très dur pour elle. C'était très dur. Ce que je veux dire, c'est que... Je sais écrire et lire quand même. Peut-être mais ce que pour je veux l'écriture, dire, c'est c'est que difficile, mais c'est pas facile la vie parce que j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie personnelle. D'accord, mais tu as je l'ai pas choisi. essayé. Je l'ai pas choisi. Mais moi, je serais toi, je réessayerais quand même. Parce que moi, il y a des fois où je suis dans les mêmes cas, Isabelle, c'est pareil. Moi, il y a des fois... Vous êtes courageuse, ok. Moi, je sais que c'est difficile, mais ce que je veux te dire, c'est que... Je suis trop découragée. Je dois travailler pour gagner ma vie. Je fais comment? Trouvez-moi une solution. D'accord, moi aussi, comment je fais? Bonjour. Moi, je travaille avec des enfants dans un centre où c'est tous des enfants qui sont en difficulté. Attendez Isabelle, parce qu'il y a plein de questions. Vous savez, les gens sont très très curieux sur vos histoires respectives. Alors bonjour, je m'appelle Damien de Gentilly. Je voudrais poser une question à madame. Vous affirmez qu'on peut réussir donc, en étant illettré sans savoir lire ni écrire. Et notamment, elle a réussi. Et notamment créer son entreprise. Oui. Est-ce que vous, si vous recrutez des gens ou les personnes dans votre entreprise, vous ne faites aucune différence ou vous donnez la chance à des personnes qui ont des diplômes, qui savent lire et écrire, ou à une personne qui n'a absolument rien? Est-ce que vous donnez la chance aux deux personnes? Alors, je vais vous dire, quand je recrute, justement, puisque bon, je connais mes difficultés, je sais d'où je viens, etc., je vous assure que moi, j'ai des gens qui arrivent, puisque j'ai une société de nettoyage, des gens qui arrivent de l'Afrique, de l'Équateur, du monde entier. Hein? Donc, si vous voulez, ils savent pas lire et écrire notre langue. Pour travailler, ils n'ont pas besoin Exactement. de savoir lire et écrire. Non, ils n'ont pas besoin. Ça, on comprend mais bien. si vous voulez, moi, ce que je regarde, si, Patrick, quand tu utilises un produit. Non, mais moi, ce que je leur demande surtout, c'est d'avoir envie de travailler, c'est tout. Et à ce moment-là, si je vois que j'ai quelqu'un en face de moi qui est courageux, je vais lui donner des adresses pour aller apprendre à lire, à écrire, et je les épaule. Il y a combien de patrons qui raisonnent comme toi? Mais moi, ce que je voudrais te dire, c'est que c'est bien. Oui, mais bon, moi, je suis comme ça, en tout cas. Je voulais en fait, pour finir, savoir si vous reconnaissez que vous êtes un cas particulier quand même, mais que peut-être un peu. Mais vous encouragez quand même oui, les gens bien sûr. à savoir lire et écrire. C'est tellement plus facile pour réussir. Bien sûr. Alors moi, c'est pour ça que je suis ici. Ce que je veux essayer de faire passer comme message, c'est que franchement, ceux qui ne savent pas lire ni écrire, sincèrement, c'est pas de notre faute, d'accord? Alors, faut arrêter de nous tirer dessus. Et ce qu'il faut, c'est que quand vous voyez des gens autour de vous qui savent pas lire et écrire, plutôt que de se moquer de lui, c'est de lui dire, tiens, va voir telle association, ou peut-être que moi je peux t'aider, peut-être que moi je vois avec mes ouvriers, qu'est-ce que je fais? Je leur apprends, je leur apprends à nous... Donner confiance aux gens. Comment? Donner confiance aux gens. Ne pas les casser Apporter d'emblée. quelque chose. Et c'est pour ça qu'en France, si vous n'avez pas de diplôme, on vous tire dessus. Donc ce que je veux dire, c'est que si moi j'ai eu de la chance, j'ai de la niaque, tant mieux pour moi. Mais ceux qui n'en ont pas et qui n'ont pas le courage, c'est vous tous qui peuvent aller vers eux. Les aider à en avoir. Au lieu de leur enfoncer la gueule. Eh ben non, on dit, tu sais pas lire et écrire, mais tu sais faire autre chose. Tu sais broder de tes mains, tu sais faire de la menuiserie, tu sais faire de la plomberie, et puis on les monte. Vous n'avez pas tort. Comment? Vous n'avez pas tort. Oui. Moi, je veux te dire quelque chose au public et à tout le monde faire comprendre. C'est sûr, je ne suis pas allée beaucoup à l'école, mais je peux vous dire un truc. Dans ma vie de tous les jours, je me débrouille très bien. Et bien alors? Et moi, je veux bien à la limite t'aider. Pourquoi pas? Moi, je trouve que franchement, c'est un handicap. T'es découragé, viens me voir. Viens me voir. Si t'es découragé, viens me voir. Parce que il y a des moments, je vous assure, il y a des moments, c'est vrai qu'on est découragé. Et moi, un jour, il y en a certainement, je suis en train d'écrire un livre parce que je pense que la vie d'où je viens, oui, parce que je pense que l'expérience... Je crois que votre histoire, elle vaut le coup. Hein.
L'expérience d'où je viens, je vous assure que j'ai eu d'autres choses à faire que d'apprendre à lire, à écrire, ne serait-ce que de rester en vie. Et ça, c'est primordial. Et quand on est découragé, parce qu'il y a des moments où on est découragé, bien sûr j'ai de la niaque, mais il y a des moments où je suis au creux de la vague. Et il y a des moments où on est au creux de la vague et on a besoin de ces creux de la vague pour rebondir. On est au fond de la piscine, on donne un coup de pied et on remonte. T'es peut-être dans le creux de la vague. Si t'as besoin, je t'aiderai. Je me suis découragée, c'est vrai. Alors donnez-moi une solution, trouvez-moi la solution. Alors la solution, on va peut-être la trouver justement avec notre prochaine invitée. Elle s'appelle Béatrice Sauvageau et elle est orthophonie. Je vous propose de l'accueillir. Béatrice, bonjour. Vous êtes orthophoniste, vous êtes membre experte de la Fondation JDF contre l'illettrisme, vous connaissez bien le sujet. Vous avez entendu tous nos invités, quelles difficultés y a-t-il fondamentalement à apprendre à lire et à écrire quand on est un adulte illettré? Lorsqu'on est un adulte, je voulais dire, par rapport à ce qu'a dit Édouard tout à l'heure, que en fait, c'est plus facile pour les adultes d'apprendre à lire et à écrire. En fait, non, c'est plus facile parce que eux savent pourquoi. Un adulte a du mal à lire et à écrire. Qui a du mal à lire et à écrire, en fait, se retrouve face à un code qu'il a plus ou moins appris quand il était à l'école, mais qu'il n'arrive plus à déchiffrer. Donc il se retrouve finalement comme face à une langue étrangère. Et il doit mettre en place des phénomènes de compensation pour lire et écrire. Donc il est complètement bloqué comme face à une langue étrangère. Et c'est si difficile que ça ? De s'intégrer à la société aujourd'hui en ne sachant pas lire et écrire, à mon avis, c'est extrêmement difficile. Et en plus, je voudrais qu'on parle de plaisir, parce que j'en ai pas encore entendu beaucoup parler, mais sachez que lire, c'est un bonheur. C'est savoir imaginer, c'est créer, c'est entrer... C'est entrer en connexion avec plein de personnes et plein de sensibilités différentes. Et je crois qu'il faut aussi considérer le fait de lire et d'écrire, non pas seulement comme un passeport pour être dans la société, parce que c'en est un bien sûr, mais également comme un plaisir et une jouissance absolument extraordinaire. Et moi, j'encourage vraiment les Français, tous, autant qu'on est, ainsi que les enseignants qui quand même font vraiment plein de choses, et le ministère de l'Éducation nationale, etc., à lancer un immense espoir aujourd'hui en disant les illettrés, les dyslexiques, les dysorthographiques sont des gens, merci Roselyne, sont des gens absolument comme tout le monde, qui ont simplement une différence, comme les gauchers avant, si vous voulez, les gauchers il y a 40 ans. Ouais, mais vous trouvez normal que l'éducation n'a pas pris en conséquence avant qu'au genre, je veux dire... Non, absolument, il y a des efforts à faire. Mais non, même je veux dire, même en mairie, je veux dire, dans les mairies, il devrait y avoir des registres avec les gens qui ne savent pas, et il n'y a aucune... Absolument, Pascal a raison, ça n'est pas facile. Mais alors justement... Pour quelle raison Je voudrais finir juste, je voulais dire que c'est notre affaire à tous, mais que l'essentiel, et je crois qu'une émission comme aujourd'hui est extraordinaire pour ça, parce qu'elle nous donne la chance de nous exprimer. Moi, en tant qu'orthophoniste, experte, spécialiste, et vous, en tant que personne concernée avec votre histoire, pour dire, aujourd'hui, les illettrés, les dyslexiques et les dysorthographies doivent être intégrés à part entière dans la société comme des gens intelligents, qui ont une créativité exceptionnelle, c'est démontré scientifiquement, qui ont des choses à apporter. Et donc, notre affaire à tous, c'est de rendre cette chose possible, quel que soit le moyen. Et est-ce que quand, Béatrice, on assume moins le fait d'être illettré, hein, puisqu'on a vu tout à l'heure Pascal qui est venu à témoigner de manière anonyme. Est-ce que quand on assume moins ça, on réussit moins à apprendre à lire et à écrire? Oui, et je crois que cela dépend des histoires. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui rencontrent à certains moments de leur vie des situations ou des gens qui vont les aider à l'assumer, et puis il y en a d'autres qui l'assumeront moins et qui vont se cacher. Moi, j'ai beaucoup de patients qui sont adultes et qui mènent une double vie dans leur famille. Leurs femmes, leurs enfants ne sont pas au courant. Et il y a plein de patients que j'ai, comme Roselyne, qui sont chefs d'entreprise, voire de très grosses sociétés. Il y en a beaucoup, beaucoup plus que vous ne le pensez, de grosses sociétés en France qui sont aussi à des postes politiques importants. Qui sont illettrés? Qui sont illettrés. Des politiques illettrés, mais où sont-ils? Qui viennent sur le plateau, c'est mon choix. Et je voudrais signaler qu'il n'y a pas d'outing en France par rapport aux pays anglo-saxons. C'est-à-dire? Vous êtes aux États-Unis, Tom Cruise, Whoopi Goldberg, etc. vont dire on est dyslexique, on est fiers de l'être.
Connaissez-vous un acteur français, Qui un va le homme dire politique français, un chef d'entreprise qui va venir le dire? C'est le moment des outings et j'espère qu'enfin en France, on va venir, on va dire, écoutez, je suis dyslexique, c'est génial, je vais vous apprendre des tas de choses sur ma façon de fonctionner. Vous savez, depuis qu'on accepte que les gauchers écrivent de la main droite, on a étudié le cerveau. On a remarqué qu'il est très intéressant de se servir des deux hémisphères cérébraux et aujourd'hui naissent des méthodes pour être ambidextre. Donc je suis persuadée que d'ici une vingtaine d'années, Les choses auront évolué, les méthodes aussi. La langue dyslexique ou l'illettrisme aura disparu et qu'en plus on ira chercher dans le cerveau des dits illettrés qui ont donc ce genre de problème, l'avantage à mieux se servir de son cerveau. Mais il faut absolument que ça soit un choix. C'est ce que je voulais dire à Roselyne, puisque les autres en sont convaincus. Je voudrais dire que l'important dans la vie, c'est d'avoir le choix. C'est-à-dire, si on ne veut pas lire et écrire, d'accord. Mais si on n'en a pas le choix, vous savez, c'est compliqué. Justement, vous disiez que vous aviez parmi vos patients, on peut dire ça comme ça? Oui, oui, oui. Ou, les impatients. Oui, les impatients plutôt. Beaucoup de personnes qui étaient chefs d'entreprise et qui étaient illettrés ou dyslexiques. Oui. Vous avez beaucoup de personnes qui sont dans le cas de Roselyne, qui sont chefs d'entreprise, illettrés, même à un niveau un peu plus supérieur, et qui ne veulent pas apprendre. Est-ce que vous en avez déjà rencontré des gens comme ça? J'en connais beaucoup qui ne veulent pas apprendre. Enfin, ceux que je connais, ils veulent apprendre puisqu'ils viennent me voir. Mais j'en connais beaucoup qui ne voulaient pas apprendre jusqu'au moment où ils ont eu un enfant qui est entré au CP et où ils ont dit là, je refuse de ne pas participer à la grande aventure de mon enfant dans la lecture. Comme ce que nous a dit Édouard, c'est-à-dire que quand il est face à son enfant et qu'il ne peut pas partager cet apprentissage avec lui, je crois que là, c'est une frustration et une douleur, et je trouve ça formidable qu'ils viennent le dire. C'est une douleur. C'est un passement qu'on a dans le ventre, c'est un passement. Bravo, Édouard. En tout cas, merci à tous d'être venus sur le plateau de C'est mon choix, nous parler de vos histoires, avec vos mots à vous, et puis le stress qu'il y avait aussi derrière tout ça. Merci beaucoup pour votre niaque, Roselyne, et puis vous aussi pour l'enthousiasme et la joie que vous y avez mis derrière tout ça. Merci Jean-Louis, merci à notre public et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.